Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. C'est une nouvelle force économique qui vient de naître à Bruxelles. Une Europe à 11 pays qui ont choisi une seule devise, l'euro. Ces pays sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. Puisqu'ils rentrent dans les critères que leur impose la bannière étoilée, la liste a été officiellement entérinée par le Parlement européen et les chefs d'État. Vous êtes bien sur Sud Radio, Maud Koffler et Perico Légas reçoivent l'excellent Charles Gave. On va parler d'un sujet quasiment passé inaperçu qui s'appelle l'euro. Vous savez, cette monnaie unique dont on nous avait dit qu'elle était la panacée du bonheur, de l'opulence et de l'enrichissement des peuples et des nations. Frankenstein financier. Tout à fait. Donc l'euro, on va en parler avec Charles Gave qui déjà depuis longtemps avait lui, les premiers avaient eu des doutes, mais aujourd'hui on se rend compte que même en haut lieu et auprès d'économistes patentés, raisonnables, voilà, dans le camp de la bien-pensance, on commence à émettre un doute sur la pertinence de l'euro, non pas sur le principe d'une monnaie unique, voire d'une monnaie commune, comme M. Schmitt et M. Giscard d'Estaing l'avaient envisagé un temps, mais on se dit que quelque part, est-ce qu'elle aurait été mal pensée, mal conçue, mal adaptée, et qu'elle ne correspond pas aux attentes des peuples. Mais avant de parler de l'euro, Charles Gave, merci d'être aujourd'hui dans ce studio sur Sud Radio pour partager avec nos auditeurs ce débat, partager leurs inquiétudes et leurs interrogations, qu'ils nous appellent bien entendu au 0826 300 300. Nous répondrons à leurs questions et à leurs attentes. Vous êtes né à Alep. Oui. Je voudrais donc, vous êtes né en Syrie. Absolument. À l'époque du mandat français. Une question, on va faire juste une petite digression de quelques minutes. Oui. C'est un territoire confronté à la tragédie depuis des siècles, oui. Le Liban. Est-ce que vous pensez que la France a manqué son devoir par rapport aux chrétiens d'Orient, par rapport au rôle qu'elle aurait pu avoir, on appelait ça le Levant, et que là aussi on a démissionné alors qu'on aurait dû être présent? Oui, vous savez, le Levant, il a été sous la coupe des Turcs pendant un grand moment. Et les Turcs avaient une façon de gouverner, ils n'avaient pas une armée très très forte. Les Ottomans. Les Ottomans, oui. C'est-à-dire que ils étaient assez tolérants. Donc il y avait, par exemple, quand je suis né à Alep, il devait y avoir à peu près 30% de la population qui était chrétienne, 10 qui étaient juifs. On vivait ensemble, on vivait côte à côte. On vivait côte à côte pour une raison très simple, c'est que dès qu'il y en avait un qui faisait des bêtises, les Turcs arrivaient et tuaient tout le monde. Ah. Ce qui était une façon de calmer les ardeurs. Punition générale. Punition générale, ils ne cherchaient pas qui avait raison, qui avait tort, ils tuaient tout le monde. Et donc Bagdad était plutôt une ville juive d'ailleurs. Vous aviez comme ça des... Et la thèse de mon grand-père qui était gouverneur des Alaouites à l'époque, et qui disait qu'il voulait donner l'indépendance aux Alaouites, oui. Il disait il faut faire toute une série de petits États partout en Asie, là-bas. Au Proche-Orient. Et il y aurait eu un État kurde, un État juif, un État chrétien. Il était visionnaire. Non, et puis il y a le Front National Populaire qui a été élu et qui a décidé que pas du tout, il fallait faire une grande république laïque syrienne. Et on en paye... aujourd'hui les conséquences. On en paye aujourd'hui les conséquences. Avec le parti basse et la famille Assad qui s'est emparée. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est quand des erreurs historiques sont faites, on voit les conséquences 50, 100 ans après, et la plupart des gens ne sont même plus au courant de l'erreur de départ. Et quelquefois on les recommet d'ailleurs. On sait que c'est une erreur et on continue. Par exemple, faire une grande république laïque dans le monde musulman, fallait être les frères. Donc encore une grande erreur de stratégie, un manque de vision. Le Front Populaire, dans son espèce de haine qu'il avait des religions, avec une idée, c'était de mettre la religion franc-maçonne. Alors le Front Populaire a certainement apporté des avancées sociales au pays des hommes, mais là-dessus en tout cas il s'est planté. Très belle transition pour parler de l'euro, donc qui a été instauré comme une conquête, on se souvient, et les référendums qui ont eu lieu, notamment celui de Maastricht, où il y avait évidemment une nouvelle définition de l'Europe. L'euro aujourd'hui, je disais tout à l'heure en introduction, Charles Gave, certains économistes éclairés, certains responsables politiques avisés concèdent. Alors ils le font pas publiquement, mais je pense que le débat va aujourd'hui s'inviter dans la vie politique française à haut plus haut niveau.
concède qu'effectivement, en termes de conception, il y a peut-être quelque chose qui a été mal pensé, qu'on est peut-être passé à côté de l'objectif. Est-ce que vous avez parlé de la faillite de l'euro depuis le premier, vous avez fait un livre là-dessus? J'ai fait un livre qui s'appelait Des lions menés par des ânes, dans lequel j'expliquais que vous ne pouviez pas maintenir dans un taux de change fixe des pays qui avaient des productivités différentes, parce que, écrivais-je à l'époque, ça allait amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. C'était très précis. Et on se rend compte aujourd'hui que cette définition très simple, trop de maisons, trop de chômeurs, trop d'usines, c'est la réalité de ce qui est en train de ce que l'on constate aujourd'hui. Oui. Et quand on cherche la cause, effectivement, c'est cette monnaie qui est beaucoup trop forte pour les exportations françaises, avec un déficit commercial de la balance du commerce extérieur effrayant. Et les Allemands qui vous disent, même aussi haute que ça, elle n'est pas assez haute pour nous. Donc tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Et la preuve par le ridicule, si j'ose dire, c'est la Suisse, qui a une industrie maintenant qui est plus importante en volume que l'industrie française. Et la Suisse est le seul pays en Europe qui a eu une croissance de sa production industrielle plus forte que la croissance du PIB. Et les gens me disent, on n'a pas pu exporter parce que l'euro était trop cher. Oui. Ça n'est pas vrai. Parce que le franc suisse, c'est une monnaie très forte. C'est la monnaie la plus forte du monde. Et de très loin. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a permis à des gouvernements d'incapables d'emprunter à des taux auxquels ils n'auraient jamais dû emprunter, et donc ça a permis la hausse du poids de l'État dans l'économie, sans que jamais il y ait de coup de frein. Par exemple, ma chère mère, qui était une femme d'officier, mais quand il commence à y avoir des balances commerciales qui étaient déficitaires, ça l'inquiétait. Elle se disait, il va y avoir une crise sur le franc, parce qu'ils avaient vu. Et donc, on a cassé les outils qui permettaient les ajustements. Et les ajustements, ça se passait par l'intermédiaire du taux de change. Si vous voulez, le franc français a dévalué de 4 à 5% par an depuis la création du SME avec Giscard, quoi. Rappelons qu'en 58, ce qui sauve l'économie française, c'est la décision de De Gaulle, c'était Rueff, je crois, son conseiller économique. Il dévalue le franc, ce qui relance évidemment les exportations et qui relance l'économie française. Avec une monnaie unique dépendant de Bruxelles et de la Banque européenne, on ne peut pas avoir cette marge de manœuvre. On ne peut pas, et les mécanismes d'ajustement, je vais essayer de vous expliquer ça le plus rapidement possible, mais dans un système économique, celui qui prend des risques, c'est l'entrepreneur. C'est le chef d'entreprise, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, c'est lui qui crée de la valeur. Très bien. Si vous avez 70% de fonctionnaires de plus en France qu'en Allemagne, le coût de fonctionnement du siège central, la France, est plus élevé que celui pour l'Allemagne. De fait. De fait. Donc, quelqu'un paye ça, et c'est les entrepreneurs. Mais la façon dont on s'en sortait, c'est qu'on dévaluait, donc en quelque sorte, de 70 fonctionnaires. On réajustait, c'est tout. On réajustait, on dévaluait et on payait les fonctionnaires en monnaie de singe. En quelque sorte, les entrepreneurs gagnaient des Deutschmarks et on payait les fonctionnaires des francs. Comme ça, ça permettait à tout le monde de vivre heureux. Mais à partir du moment où vous bloquez le taux de change, la variable d'ajustement, ça devient les profits. Et à ce moment-là, les entreprises s'écroulent, le chômage passe au travers du toit, et on rentre dans un système qui devient explosif. Autrement dit, vous voulez dire, on se privait d'une souplesse, d'ajustement, qui nous permettait aux économies de s'adapter selon la conjoncture. Parce que selon leur structure. Leur structure. Regardez, l'Italie, j'avais un vieil ami italien qui disait toujours que Garibaldi avait fait une erreur énorme, c'était de fusionner une partie d'Afrique avec une partie de l'Europe. Vous savez, c'était une vieille blague, mais je sais pas, elle n'était pas très bonne, mais enfin. Et donc, la façon dont ça se passait, c'est que l'Italie du Nord était compétitive avec tout le monde, il n'y avait pas de problème. Elle taillait des croupières à l'Allemagne, et puis à force de payer une partie de ses profits à l'Italie du Sud, leur rentabilité baissait, donc on était obligé de redévaluer pour continuer à pouvoir faire. Donc vous aviez monté toute une série de systèmes qui permettaient à chacun des pays. Moi, personnellement, qui ai 70% de fonctionnaires de plus en France qu'en Allemagne, je m'en contrefous. C'est un choix des Français. S'ils sont rentables. Non, mais c'est pas si rentable. Si les Français veulent avoir 70% de fonctionnaires de plus que les Allemands, ça veut dire que c'est leur choix. Et à ce moment-là, ils en paieront le prix au travers du taux de change. Oui. Mais c'est pas une décision d'économie, ça, c'est une décision de sociologie. Les Français aiment les fonctionnaires, très bien, ils veulent être tous fonctionnaires, encore mieux. Mais ils seront payés en monnaie de singe.
Le déficit du budget, on va parler un petit peu du budget qui n'arrive pas à prendre, c'est 3% qui a été fixé. Oui. Finalement, c'est une aberration. C'est une aberration, oui. Il y a trois gars qui ont dîné à Bruxelles un jour, ensemble, et qui ont décidé que ça allait être 3%. Personne n'a jamais compris pourquoi ni comment. En fait, dans une vraie démocratie, le déficit budgétaire ne devrait pas exister, parce que si vous faites de la dette, c'est de l'impôt différé. Et si vous faites de la dette, ça veut dire que des gens qui n'ont pas voté l'impôt vont devoir le payer dans les 20 ans qui suivent. La dette, c'est de l'impôt différé, c'est-à-dire ce qu'on emprunte, il faudra le rembourser, ça c'est principe. On est avec Charles Gave sur Sud Radio. Charles Gave est très en forme. On est en train de décrypter les travers de l'euro. Est-ce que c'est une si grande et si bonne idée que ça? On est en train de faire le bilan de cette monnaie unique et on n'est pas forcément convaincu. Vous nous appelez au 826 300 300. Est-ce que vous êtes inquiet par l'euro? Est-ce que vous considérez que ça vous a enrichi, que ça vous a appauvri? Est-ce que vous connaissez autour de vous des commerçants, des chefs d'entreprise qui finalement se disent l'euro oui, mais le résultat c'est qu'on est plus malheureux et qu'on est plus pauvre qu'autrefois. On a besoin de votre avis. Emmanuel Galasso attend votre appel 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Sud Radio. La France dans tous ses états. Il convient d'éliminer quelques idées fausses. Premier lieu commun, 1 euro vaudrait 6 francs 50. C'est faux. La valeur de la monnaie unique ne sera connue qu'à la fin de l'année. D'ici là, elle est susceptible de changer. Sa valeur ne variera pas au gré des fluctuations des monnaies nationales qui auront disparu de la circulation. L'euro variera seulement contre le dollar, le yen ou bien la livre. Enfin, les pays qui ont choisi d'être dans cette monnaie unique n'auront théoriquement plus le droit d'en sortir. Vous êtes bien sur Sud Radio, nous sommes avec Charles Gave, nous dissertons sur la pertinence, l'efficacité et le génie de notre monnaie unique, l'euro. Et Maud Koffler, qui s'est penché sur la question, a envie de poser une question à Charles Gave. Une question très actuelle, Charles Gave. Après l'euro physique et la naissance dont on vient d'entendre un extrait, l'euro électronique, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne planchent sur un projet d'euro numérique qui devrait voir le jour en 2029, si je ne me trompe pas. Et certains banquiers et experts craignent qu'on perde le contrôle en fait de notre monnaie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi ça consiste, l'euro numérique, et quels sont les risques? Ça consiste à ce que dans la Banque centrale, la Banque de France, vous aurez un double de votre compte en temps réel. Et ce qui voudra dire en termes clairs que si vous bouffez 3 fois dans la semaine du rôti de bœuf, parce que vous aimez le bœuf, vous recevrez un petit papier de la Banque centrale disant, cher ami, le bœuf c'est pas bien, ça pète, ça fait du réchauffement atmosphérique, vous savez, tous ces trucs-là. Donc à partir de maintenant, nous nous réservons le droit de ne plus payer, de ne plus accepter votre carte de crédit quand vous serez chez le boucher. C'est-à-dire que vous aurez en temps réel le gouvernement qui saura toutes les dépenses que vous faites. Toutes. Et comme le disait ce bon Goebbels, un bienfaiteur de l'humanité comme chacun le sait, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Ouais. Je n'ai rien à me reprocher. Donc, on se donne bonne conscience. Non, mais je n'ai rien à me reprocher. Donc, si je n'ai rien à me reprocher, ça m'est égal que la Banque centrale sache ce que je fais. Mais non. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune raison que la Banque centrale sache ce que je fais. Aucune, philosophiquement. Mais en fait, on est surveillé à l'instant, dépense par dépense, instantanément. C'est Big Brother total. Et on va essayer d'interdire les billets. Mais j'ai vu que madame... En Italie, la première ministre, là, que j'aime bien, Meloni a simplement décidé de rendre anticonstitutionnel, d'interdire les billets, d'interdire le paiement en cash. C'est-à-dire qu'elle voit très bien la grosse manœuvre et de dire que c'est une façon de mettre tous ceux qui désobéissent, et vous le voyez dans leur compte, quand ils ont désobéissent, je sais pas, vous avez une petite amie, vous avez un petit ami, vous lui donnez assez pour qu'il vive noblement. À ce moment-là, si vous voulez, ça vous fait rien de mal. Vous allez devoir justifier. Mais peut-être votre mari sera peut-être pas très content de savoir que vous avez ce petit ami que vous faites vivre comme il le mérite. Ah zut, il va falloir que j'explique tout maintenant. Donc, c'est redoutable ce que vous nous expliquez. C'est monstrueux. C'est une atteinte à la liberté individuelle comme il y en a rarement eu. Vous vous souvenez quand la Commission européenne avait prélevé une nuit sur les comptes bancaires de Chypre, il avait prélevé 10% des épargnes parce qu'on estimait qu'il y avait des gens qui avaient de l'argent. Ça veut dire que demain, l'Union européenne pourra décider d'intervenir directement sur nos biens financiers, sur notre argent et d'en disposer à sa guise. En tout cas... au début, ils ne devaient pas en disposer, mais si un jour ils en ont besoin, ils le feront. C'est le jour où ils en auraient besoin. C'est déjà prévu par la loi Sapin 2. Oui. Ils peuvent aller se servir de votre épargne au-dessus de 100 000 euros. Mais ça veut dire aussi qu'ils s'autorisent
le droit de savoir ce que vous faites de votre pognon. Voilà, il y a un contrôle sur notre consommation. Qu'est-ce qui leur donne le droit ? Vous évoquiez Giorgia Meloni qui s'oppose à ça. Est-ce que les pays européens peuvent s'y opposer en majorité ? Enfin, est-ce qu'on a un poids quand même ou est-ce que la Banque centrale et la Commission européenne ça fait des années que la constitution de l'Europe, la constitution de l'euro, etc. L'euro, par exemple, la Banque centrale n'avait pas le droit d'acheter des obligations françaises, etc. Et puis tout ça volait en éclats parce que l'euro devait disparaître en 2012. Monsieur Draghi, qui aurait dû être en prison d'ailleurs, n'y a pas été, parce que lui, il avait fait des faux pour faire croire que l'Italie n'avait que 65% de dette, alors qu'il en avait 120, donc il a fait un accord de swap avec une grande banque qui a dissimulé ça, tout le monde était au courant, hein. Enfin c'était comme ça, officiellement, l'Italie a pu rentrer, et ensuite ça a coûté, je crois, 30 ou 40 milliards d'euros à l'Italie pour payer la note de la banque, et vous savez à la fin de son mandat, il est allé au conseil d'administration de cette banque. Voilà, tout à fait, comme par hasard. On est en ligne avec François, qui nous appelle de Thonon-les-Bains. François, vous êtes plutôt, alors eurosceptique, non pas sur l'Union européenne, mais sur la monnaie, ou vous estimez qu'elle a permis de faire des avancées considérables sur le plan économique ? Bonjour. Oui, bonjour. Donc, en l'occurrence, non. En termes d'avancée économique, écoutez, on va essayer de faire un très rapide raccourci historique. Donc, la France, qui avait quand même une certaine suprématie monétaire, l'a abdiqué après-guerre, donc avec effectivement le rôle assez proactif au bénéfice de certains services américains avec M. Monet. S'en est suivi effectivement donc une période de transition avec donc l'écu et la possibilité d'échanger en extérieur avec une monnaie qui, à mon sens, protégeait effectivement donc l'Union, enfin en tout cas les pays ressortissants américains. Il se trouve qu'à l'époque, je vivais en plus aux USA et ce qui m'interpellait, je me disais, mais comment se fait-il que le marché intérieur américain, enfin donc les économistes, les financiers américains n'appréhendent pas davantage la création de cet immense marché commun européen à advenir? Eh bien, tout simplement, pour la simple et bonne raison, on n'a créé qu'une seule monnaie, donc qui était beaucoup plus facile, je dirais, à manipuler pour les grands financiers, et dont on a fait en quelque sorte le cochon tirelire, mais on a donné les clés du cochon tirelire, donc nos partenaires outre-Atlantique. Mais pour rebondir sur l'intervention précédente, il se trouve qu'aussi, dans ma carrière, j'ai exercé en qualité de personnes qui étaient assujetties donc au contrôle du blanchiment monétaire et de capitaux, et je m'interroge effectivement sur donc la numérisation à outrance dans laquelle nous sommes tombés, et on a une véritable vassalisation de notre économie, donc tout mouvement confondu, donc au profit du numérique. Alors au début c'était à la marge, faut pas oublier que les banques en ligne représentaient le marché. Aujourd'hui, non seulement les banques traditionnelles s'y sont mises, et on commence à avoir quand même des conséquences assez fortes concernant notre économie. Donc pour résumer mon propos, oui, à la base, ça pouvait être une arme. Non, malheureusement, c'est devenu effectivement un outil donc qui permet à n'importe quelle puissance extérieure d'attaquer nos forces économiques. Merci François pour ce point de vue. Charles Gave va vous répondre. Charles Gave, c'est donc une perte totale de souveraineté. Là, on le voit bien, savez, François le confirme. Absolument, c'est une perte totale de souveraineté. Et la souveraineté, ça a été défini dans l'histoire de France pour la première fois par Philippe Auguste. Philippe Auguste qui disait c'est un territoire, c'est des frontières, c'est une armée pour défendre les frontières, c'est une police pour... consacré à la bataille de Bouvines. Voilà, c'est tout ça consacré à la bataille de Bouvines. C'est une police, c'est des tribunaux, et c'est le droit de battre monnaie. Et oui. Donc, à partir du moment où vous ne battez plus monnaie, vous n'êtes plus souverain. Et le but de monnaie, pas la monnaie, mais le Jean Monnet, le concepteur ça de a l'Europe. été littéralement de procéder à l'extinction des nations, en pensant que parce que les nations créaient les guerres. Ce qui était une foutaise complète, mais enfin, le pauvre garçon, il était charentais et il faisait dans le cognac, donc il n'était pas plus malin que ça, mais enfin, ça a été son objectif toute sa vie, et il a été toujours payé par la CIA. Donc, quelque part, vous avez dans le projet européen un désir de tuer chacune des nations européennes pour faire naître cette espèce de conglomérat monstrueux dont personne ne veut. Et ce qui m'a toujours surpris, si vous voulez, c'est que l'Europe est devenue la première puissance mondiale
à cause de son extraordinaire diversité. Un Italien, c'est pas un Français c'est pas un Allemand, et puis tout le monde faisait ses essais dans son coin, et ce qui marchait, tout le monde le prenait, quoi. À cause ou grâce, hein, Charles Gave, on est d'accord. Grâce. Et c'est comme la comptabilité en partie double, qui a été inventée par un Italien. Et ben ensuite, tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée, et puis c'est partout en Europe. Et donc, la beauté de l'Europe, c'était que tout venait de la base. Et on a essayé de remplacer ça par tout vient du sommet. Et quand tout vient du sommet, ça marche jamais. Vous en êtes avec Charles Gave, on disserte sur l'euro. Si vous avez un doute sur l'euro, si vous estimez que ça a changé votre vie, qu'au contraire vous ne voyez pas une amélioration de l'économie européenne et de l'économie française, ou si vous avez tout simplement une opinion à donner sur les vertus de la monnaie unique ou le fléau de la monnaie unique, vous nous appelez au 0826 300 300. Charles Gave aura toutes les réponses, même aux questions les plus difficiles, et Emmanuel Galasso prendra votre appel. À tout de suite, on attend votre message. Oui, nous parlons de l'euro avec Charles Gave. Voilà, on pose des problèmes tels qu'ils sont. On est un peu dubitatif parce que au bout de plus de 25 ans d'installation, on n'est pas convaincu du tout du résultat. Nous sommes avec Pierre qui nous appelle de Toulouse. Alors Pierre, est-ce que finalement l'euro, heureusement qu'on l'a quand même, ça a permis de faire des prouesses, ou est-ce que vous commencez vous aussi à vous poser des questions? Bonjour, moi je ne me pose absolument aucune question. Et pour revenir à ce que disait M. Charles Gave, je crois que la souveraineté peut être retrouvée si nous créons un gouvernement, un président et une armée européenne. Parce qu'en effet, la France aujourd'hui, c'est cuit. M. Macron a emprunté une telle somme pour le Covid que nous ne pouvons plus revenir en arrière. Quel est le banquier qui accepterait de vous laisser partir sans que l'on règle notre dette? Personne. Donc il faut faire avec. Par contre, là où je le rejoins, c'est qu'en effet, la loi Sapin 2, telle qu'elle a été évoquée, est une épée de Damoclès, parce que bien sûr, demain, si la France ne paie pas ses dettes, on viendra chercher cet argent sur nos comptes. Et je crains d'ailleurs que les 100 000 euros dont on parle, ils ne soient même pas respectés et qu'on se retrouve avec 2 francs 6 sous. Quoi. On parle déjà de 50 000 euros, d'abaisser le seuil à 50 000 euros. Mais je le crois parce que, d'abord, le gros problème des Français, c'est qu'ils ne dépensent pas leur argent. Et moi, je le crie haut et fort, ne laissez pas votre argent à la banque. Il faut l'investir, quoi qu'il arrive. Parce que, franchement, moi, j'ai mon arrière-grand-père qui est arrivé d'Italie en 1922. Il était arrivé, c'était là-bas en Italie, c'est le droit d'aînesse. Il est arrivé donc avec une très grosse somme d'argent. Il a acheté des bons russes. Il pouvait acheter 8 propriétés agricoles. Et il s'est retrouvé sans un rond. L'emprunt russe. Avec à 35 ans ou 40 ans, il s'est retrouvé à se retrousser les manches et à travailler comme un ouvrier alors qu'il avait déjà travaillé toute une vie. Donc c'est pour ça que je dis attention à l'euro, attention surtout à l'argent placé en banque, parce que les banques ne vous feront pas de cadeaux. D'ailleurs, j'en vois encore une dernière nouvelle, c'est qu'au mois de novembre, vous le savez, on n'a plus droit au découvert bancaire. À partir, ça va être calculé en fonction de vos revenus. Or, vous savez que 52% de la population n'est que locataire, et que ces 52-là, eux, seront déjà à plus de 30% d'endettement puisqu'il faut payer un loyer, et qui n'auront plus droit au découvert bancaire. Donc ça, j'espère que les gens vont se mobiliser, parce que c'est une honte. Et Charles Gave, est-ce que, comme le signale est-ce que l'euro... Je vais d'abord essayer de répondre à votre grand-père. Oui, mais est-ce que l'euro peut être comparé à l'emprunt russe? Est-ce que ça peut se finir de façon aussi tragique? Non, je vais essayer de compenser à votre grand-père, parce que vous avez dit quelque chose de très important. Quand vous pouvez acheter dans les marchés 2 choses. Des contrats, c'est-à-dire une obligation émise par l'État français ou l'État russe, qui vous remboursera un jour, ou des parts de propriété, c'est-à-dire des actions air liquide ou de l'or. Et quand il y a des doutes sur la monnaie, comme tous les contrats sont libellés dans la monnaie, à ce moment-là, il ne faut avoir que de la propriété et de l'or. Il faut rien avoir d'autre. Donc ça fait 5 ans que je dis à tout le monde, n'ayez que des actions et de l'or. Pas une obligation, pas un contrat avec l'État français, parce que ça pourrait conceptuellement valoir 0. Un SICAV éventuellement? Des SICAV? Une SICAV, ça dépend si c'est une SICAV obligataire. Vous êtes ramené au problème précédent. Si c'est une SICAV qui a des actions en Chine ou aux États-Unis, ça va très bien. Parce que vous êtes propriétaire. Vous êtes propriétaire. Et donc, le droit de propriété n'est pas le droit des contrats. Autrement dit, l'argent sur un compte en banque, c'est de l'argent qui est à la banque. C'est là où on peut vous le pomper. Voilà. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un bien mobilier financier, là, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Si vous avez d'actions à l'air liquide, c'est à vous, point barre, quoi. Et donc, un emprunt, et là, c'est du vent. C'est un contrat. C'est un contrat.
Et comme le souverain peut changer les termes du contrat, c'est même pour ça qu'il est souverain, il peut décider que... regardez, la faillite des 2 tiers en France, dont il faut se souvenir, c'était en 1797, je crois. On ne pouvait pas rembourser la dette française. L'État français a pris la décision qu'il vous donnerait un petit bout de papier colorié pour 1/3 de votre dette, qui vous paierait 4% jusqu'à la fin des temps. C'était la création de la rente. Donc 4%, et puis les 2 tiers, vous pouviez les faire cuire à neuf, ça valait plus rien. Alors là, aujourd'hui, les 3 000 milliards de dettes... Ils pourraient décider qu'ils vont rembourser 1 000, et que les 2 000, Vous voulez dire qu'ils peuvent envisager de pomper sur l'épargne des Français, qui est gigantesque, peut-être excessive d'ailleurs. Hein. Elle n'est pas excessive, si vous savez. Ils vont se dire, après tout, il y a cet argent qui dort, qui ne sert à rien, on va rembourser une partie. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la comptabilité en partie double, parce que ces 6 000 milliards d'euros qui sont ils sont quelque part, ils ont déjà été utilisés à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, oui, d'un côté, vous avez 500 000 euros à la banque, très bien, mais la banque, elle a prêté ces 500 000 euros. Si vous lui enlevez maintenant là, elle va se retrouver à poil. Donc, si vous voulez, on vit dans un monde magique où les gens ne comprennent rien. Mais l'euro était censé nous protéger de ce genre de désagrément. Et finalement, non seulement ça ne nous a pas protégés, on a l'impression que ça nous a plongé dans le désarroi. L'idée, l'euro nous aurait protégés si on avait respecté les termes du traité. Mais aujourd'hui, la France ne reste plus aucune des conditions de l'euro depuis 10 ans. Et personne ne peut rien faire, si vous voulez. C'est la Suède, qui n'est pas dans l'euro, qui se porte très bien d'ailleurs, le Portugal, l'Italie, l'Espagne ont fait des efforts considérables. Nous, on a fait strictement aucun effort. Nous avons Jacques qui nous appelle d'Aigues-Mortes, Charles Gave. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Monsieur Péricot. Comment ça va à Aigues-Mortes? Écoutez, ça va très très bien. On y vit très très bien à Aigues-Mortes. On se souvient que sous Moyen-Âge, c'était un port, d'où embarqua Saint-Louis pour la Palestine, pour la Tunisie. Et puis aujourd'hui, c'est à sec. C'est un peu l'image de l'euro. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Charles Gave, Jacques? Écoutez, moi je voudrais faire simplement une réflexion toute simple, concernant donc relier l'euro à notre endettement. En fait, notre endettement de 3 300 milliards actuel n'aurait jamais pu atteindre un tel niveau si nous étions restés dans le franc. Pour une raison très simple, c'est que les créanciers n'auraient jamais pu nous faire confiance. C'est pas plus compliqué. Tout à fait vrai. Et donc, si un jour on doit rembourser, ça sera soit sur notre épargne, soit sur nos assurances vie, ou soit ce sera nos petits-enfants qui paieront. De toute manière, il faudra payer. Et c'est pas parce qu'on a un euro européen que ce sera l'Europe qui paye, ça sera les Français, d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est colossal ce que vous dites, Jacques. Ça veut dire que si on vous fait pas crédit, vous pouvez pas faire de dette. Voilà, parce que le franc était une monnaie solide, mais elle n'était pas à ce point solide comme peut l'être l'euro pour dire au marché financier on peut prêter à la France puisqu'elle remboursera en euros. Parce que là, les gens se disent la Bundesbank, l'Allemagne paieront un jour pour la France, Charles Gave, c'est un raisonnement qui tient la route, celui de Jacques. Il est évident que ça a fait sauter le verrou qui permettait du marché financier, qui permettait aux gens, qui limitait la capacité d'emprunt de la France. Et bien entendu, c'est ce qui s'est passé. Alors, Jacques, qu'est-ce que vous verriez comme solution? On va parvenir au franc quand même. Et pourquoi pas? On reviendra au franc. Simplement, il faut peut-être se poser la question de la pérennité de l'euro. L'euro, est-ce que c'est une monnaie économique ou est-ce que c'est une monnaie politique? Lorsque l'on a mis le franc à la hauteur comme par hasard, à 6,65 €, 600, je ne sais plus combien, ça correspondait comme par hasard à un Deutschmark. Oui. C'est vraiment un hasard, vous voyez. Donc vous avez une monnaie allemande qui était sous-évaluée et une monnaie française qui était surévaluée. Alors déjà, les termes du contrat, déjà dès le départ, c'était faussé. Mais Jacques, beaucoup de gens ont considéré qu'en fait l'euro était le nouveau nom du Deutschmark. C'était le remarque. Oui, Charles Gave, ce que j'ai essayé d'expliquer aux gens, c'est que cette politique, en tuant tous les clients d'Allemagne, fait qu'aujourd'hui l'Allemagne est morte. Mais oui, c'est ça le paradoxe. Mais non, je l'avais écrit, l'Allemagne va faire faillite. Je sais que vous l'avez écrit, on s'est dit les Français sont malheureux, mais les Allemands sont heureux avec l'euro. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Ils sont aujourd'hui, leur système économique est en train de s'écrouler, leur système industriel s'écroule.
Donc, si vous voulez, le dernier qui a fait faillite, c'est l'Allemagne, et qui était tout content de voir s'écrouler les systèmes automobiles en Italie, en Espagne, parce que c'était bon pour elle, pensait-il. Pour Mercedes, pour Volkswagen. C'était, paraît-il, bon, mais maintenant... Fiat et Renault s'écroulent, c'était pas grave, puisque récupérer les parts de marché. C'est ce qu'ils pensaient. Et puis en réalité, maintenant, ils sont en train de se faire bouffer par les Chinois, parce que pendant qu'eux, ils vivaient sur leur gras, les Chinois, ils ont investi comme des fous, ils font des voitures à un quart. Qui nous ont demandé de ne pas fabriquer de panneaux solaires, parce qu'eux les achetaient à la Chine pour pas contrarier le marché chinois. Oui, et finalement, tout le monde est malheureux. Aujourd'hui, l'Allemagne, aussi curieux que ça paraisse, est dans une situation bien pire que la France. C'est pour ça que les langues se délient. C'est pour ça, Charles Gave, que les langues se délient en se demandant est-ce que finalement l'euro, Jacques disait une monnaie politique. L'euro, c'est exactement, c'est ce que Hayek, le grand économiste, appelait la présomption fatale. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a un crétin surdiplômé, vous savez ce que Nassim Taleb, les Educated Yet Idiots, c'est les EY, il y en a un paquet en France, des Educated Yet Idiots, arrivent avec une idée de tout changer du sommet. Et c'est la Révolution française qui tue la moitié des gens, donc c'est le communisme qui tue 100 millions de personnes. Le centralisme démocratique. Le centralisme démocratique, avec les idées qui viennent du sommet. Et l'euro, c'est le pire... fatal de l'histoire depuis le communisme. Charles Gave, Jacques disait que c'est une monnaie politique, on peut même dire que c'est une monnaie idéologique, c'est finalement, une monnaie complètement au service d'une idéologie, d'un mythe. D'un mythe, et que tous ces gens qui étaient derrière cette idée étaient, qu'on le veuille, des globalistes, et ils voulaient arriver à un gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la démocratie. C'est exactement le contraire de la Suisse. C'est les types intelligents, c'est le roi philosophe de Platon. Eh ben non, si vous voulez, monsieur Attali, il n'est pas capable d'attacher ses chaussures tout seul, et il n'a jamais gagné un rond, honnêtement. Donc il faut s'en débarrasser. C'est pas ces gars-là qui vont diriger le monde, c'est pas possible. Jacques, je crois que vous avez mis le doigt là où ça fait mal, et ça inspire Charles Gave dans sa réaction. Mais moi, j'aime les décisions qui viennent du bas. Mais on est bien d'accord. Bon, alors... vous restez tous avec nous, parce que le sujet, je vois, passionne nos auditeurs. Effectivement, c'est un enjeu considérable. Est-ce qu'on s'est fait l'euro? Est-ce qu'on s'est fait leurrer ou l'euro? Et en tout cas, on s'est fait leurrer. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend vos appels, et Charles Gave y répondra avec la pertinence et l'acuité qu'on lui connaît. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio, et vous y êtes de mieux en mieux, parce qu'on est avec Charles Gave et on est en train de décrypter un petit peu, de décortiquer cette aventure qui s'appelle l'euro, pour conclure que finalement, et avec tous les espoirs que ça a suscité, le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. Nous avons Marc qui nous appelle de Béziers. Est-ce que, Marc, vous êtes vous-même un peu perplexe ou un peu sceptique sur la pertinence de l'euro? Oui, bonjour Perico, bonjour Monsieur Gave. Alors, moi, je suis pas comme Jacques, je suis parfaitement ignare en matière de placement financier, enfin de finance, oui. Même si je fais partie de ces gens qui ont thésaurisé, et certainement sur des mauvais placements, comme le dit Monsieur Gave. Et puis, plus globalement, je pense qu'effectivement, l'euro a anesthésié nos politiques, parce que c'était très confortable, et donc, voilà, on a vécu sous perfusion, sous anesthésie, et le réveil va être difficile. Mais plus que l'aspect financier, en fait, je voulais généraliser la problématique plus globale au niveau de l'Europe. C'est que moi, je suis né en 65, je suis un enfant d'Erasmus. J'ai connu le film bien connu, l'auberge espagnole, je l'ai vécu. Et on m'a toujours dit qu'il fallait s'unir pour être fort par rapport aux prédateurs à l'époque des États-Unis, de la Russie et maintenant de la Chine. Et en fait, je suis très désabusé parce que je réalise que finalement, avant l'euro, la France a créé le Concorde, a une forte énergie atomique très puissante et que l'Europe entière lui envie. Airbus, TGV, à la fusée Ariane, vous avez raison, lancé par le général de Gaulle, tout ça, je vous signale. Hein. Oui, je sais bien. Et surtout, en parallèle avec, par exemple, la Corée que j'ai connue, qui s'est développée qui s'est ouvert au commerce international dans les années 80 et qui est devenue, et qui, malgré les prédateurs que sont la Chine et les Japonais autour d'elle, à l'occurrence, mais qui a trouvé sa place dans le commerce mondial. Donc,
Je m'interroge franchement, je suis très désabusé sur ce qu'on nous a raconté pendant des dizaines d'années sur l'Europe. Alors, Charles Gave, on nous a raconté des histoires, on nous a raconté des histoires. Quand même, ils n'auraient pas osé. Non, bien sûr que non. En fait, c'est beaucoup plus sérieux que ce que dit notre auditeur, qui me paraît... Marc de Béziers. Marc de Béziers, qui me paraît extrêmement sérieux. C'est que ça a permis à une classe politique en France de monter, qui n'a plus aucun sens des responsabilités, parce qu'elle sait qu'elle peut emprunter. Donc je peux faire n'importe quelle promesse au type. Et on avait, vous savez, c'était ce Blum, je crois, qui avait parlé du mur de l'argent. Léon Blum, absolument. Il avait parlé du mur de l'argent. Les 200 familles. Les 200 familles, les murs de l'argent. Il y a un moment où la gauche se heurtait à la réalité, et donc elle devait reprendre à ce moment-là. Hollande a dit, mon ennemi c'est la finance. Mon ennemi c'est la finance, finalement c'était son ami. Et Blum a parlé du mur de l'argent. Ils ont bâti pour eux un système qui leur permet de ne jamais prendre une décision difficile. Et donc on n'a plus que des veaux. Ah, ça évite, vous voulez dire que cette mesure évite le courage, ça évite d'avoir été... Vous ne pouvez pas, si un type dans un parti politique dit on va retrouver l'indépendance de la France, il est liquidé dans la seconde qui suit. Parce qu'il y a tous ces groupes de pression qui touchent énormément d'argent. Ça permet par exemple d'avoir 1400 hautes autorités. Philippe Séguin l'a envisagé dans un magnifique discours à l'Assemblée nationale avant le traité de Maastricht. En 78. Et voilà, et on sait comment ça s'est fini. Et il a décrit parfaitement ce qui allait passer. Donc, on a fait une présélection de tous les veaux qui allaient dire oui, et c'est eux qui ensuite ont pris tous les partis politiques. Et oui, bien sûr. Et donc, ça a amené à regardez la bêtise ambiante qui règne au Parlement français. Vous vous dites, mais quelle est la méthode de sélection qui nous a amené ces gars-là ? C'est des gars qui n'ont aucun courage. On est servi. Jonathan nous appelle de Montpellier. Bonjour Jonathan. Il y a que des gars qui jouent au rugby. Là. Alors Jonathan, oui, Charles Gave demande si vous êtes bon au rugby. Non, c'est pas ça, c'est que tous les gars qui ont appelé, ils sont de Béziers, ils sont de Toulouse. C'est ça, c'est que le Sud. Bon, allez, on va dire que vous êtes ailier droit. Hein. Allez. D'accord. Merci de me prendre à l'antenne. J'ai une question très importante pour Monsieur Gave. Justement, j'ai rendez-vous cet après-midi à 14h30 avec ma banque parce que il veut me faire placer mon argent. J'ai vendu une société il y a 2 mois, donc une très grosse somme d'argent. Il veut faire placer cet argent sur des assurances vie. Aujourd'hui, ma question, c'est sur quelle assurance vie il faut la placer? Parce qu'on parle du Luxembourg, on parle du fonds d'euros, on parle de tout un tas de choses. Mais déjà, le principe de l'assurance vie, je crois que Charles Gave en doute. J'en parlais avec lui en antenne à l'instant. Allez-y, Charles Gave. La question essentielle, c'est quel va être le support. Aucune obligation, vous ne mettez que des actions. Que des actions, ok. Que des actions, et si possible, vous essayez de faire une sélection des actions, ce qui n'est pas très difficile, des actions qui n'ont rien à voir avec l'État français. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'à partir du moment où... vous savez, quand l'Union soviétique s'est pété la gueule, le type qui était général de l'armée soviétique et il avait, au bout de 3-4 ans, sa retraite, ça lui suffisait à acheter une baguette de pain, quoi. Et donc, mais par contre, celui qui était entrepreneur, etc., en Union soviétique, maintenant, il va très bien, merci. Donc, vous devez, comme le problème, c'est pas la France, c'est pas les travailleurs français, c'est l'État français qui est devenu un monstre. Donc, la question, c'est, vous n'avez pas de contrat avec un type qui va faire faillite. En gros, ce qu'expliquait Charles Gave, Jonathan, c'est que si vous placez de l'argent, s'il est sous forme de contractuel, qui peut être une SICAV monétaire, une obligation, un livret, évidemment, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez pas la même mise, alors que si vous avez une action, c'est comme si vous achetiez un territoire, une maison, de la pierre. Voilà. C'est une propriété, parce que le droit à la propriété est inaliénable. Jusqu'à nouvel ordre, on est bien d'accord. Oui, d'accord, mais c'est dans la Constitution, quand même. En tout cas, vous êtes protégé parce que vous êtes propriétaire de votre bien, tandis que si vous êtes dans du contractuel, ça peut être, à un moment donné, ça peut être saisi par l'État. Voilà la clé de la question. Et après, que ça soit sur fonds euros ou au Luxembourg, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il vaut mieux que ça soit au Luxembourg. Plus vous êtes loin de l'État français, mieux ça vaut. Voilà. La dette de la France rend les actions. C'est terrible ce que l'on dit, parce que ça fait mal de dire ça. Mais investir dans l'économie française aujourd'hui sous forme obligataire ou d'emprunt, c'est un risque. Il faut rentrer dans un système capitaliste. Et surtout, vous n'êtes pas payé pour. Oui. À 3,3%, on ne peut pas dire que le risque de faillite soit couvert, quoi. Merci Jonathan pour votre observation. Charles Gave, est-ce qu'il y a quand même un moyen de s'en sortir? Est-ce qu'on peut décélérer? Est-ce qu'on peut revenir à une idée de monnaie commune peut-être? Est-ce qu'on peut revenir à des monnaies nationales et à un euro? Vous savez, la réalité c'est qu'aujourd'hui la dette française est très importante, 3 300, 3 400 milliards d'euros.
Et les taux d'intérêt qu'on paye dessus sont supérieurs au taux de croissance de l'économie. Donc ça s'appelle une trappe à tête. C'est-à-dire que la dette croît plus vite que la croissance. Réexpliquez bien ça. Si vous empruntez 100, oui. Vous investissez à 2. Oui, à 2%. Et ça vous coûte 5. Oui. Vous savez bien que vous allez faire faillite un jour. Oui. C'est là où est la France. Il y a 3 de pertes. Donc les exponentielles au début, vous voyez pas la différence, puis les 2 exponentielles commencent à monter et vous sautez. Il va bien falloir trouver une solution à un moment donné. Je pense qu'à Bruxelles, à Berlin et à Paris... La seule solution, c'est que la croissance économique revienne au-dessus du taux d'intérêt. Et pour le faire, il faut faire ce qu'a fait. Et pour l'instant, c'est les Allemands qui tirent leur marron du feu. Non, et comme vous dites, et encore, ils ne les tirent plus. C'est à cause d'eux qu'on en est là. On s'est soumis à eux. Mais la solution, c'est Milei. Milei, si vous voulez, c'est qu'il a dévalué de 50%. Et puis, il a coupé les dépenses de l'État. Il y avait 35 ministères. Avec sa tronçonneuse. Et maintenant, il n'a plus de déficit extérieur, il n'a plus de déficit intérieur, l'inflation est en train de se ratatiner. Donc la seule solution, c'est de prendre des mesures... Attention, il y a de la casse sociale, Charles Gave, dans ces mesures-là. Mais je sais bien, mais la casse sociale arrivera de toute façon. Si vous croyez, pourquoi les Argentins ont voté pour Milei ? Parce qu'ils s'appauvrissaient avec tous les avantages sociaux. Le problème... Ce que disait ce bon Milton Friedman, il disait toujours, si vous payez les gens à ne rien foutre, et si vous taxez ceux qui bossent, faut pas s'étonner, si j'augmente. Eh bien, ça ressemble un petit peu à une situation que nous connaissons en France. La seule solution, c'est Milei, reprendre notre souveraineté. On n'est pas au bout de nos peines. Charles Gave, merci d'avoir été présent. Il m'est avis que vous allez revenir souvent, parce que je ne vois pas une amélioration dans la situation économique, en tout cas pas avec la compétence de nos gouvernants actuels, mais sait-on jamais, la République aura peut-être toujours... Mais il faut dire quelque chose pour éviter de désespérer les gens. Vous avez de remarquables sociétés françaises, une dizaine ou une vingtaine, industrielles, qui font des cartons monstrueux dans le monde. Vous reviendrez pour nous en parler. Oui, il faut qu'on soit positif de temps en temps. Oui. Merci, chers auditeurs. On vous dit à demain. Et maintenant, nous allons rejoindre Brigitte Lahaye, qui n'est ni dans l'action ni dans l'obligation. Elle est dans l'amour et c'est très important aussi. Sud Radio.